Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Rapport au savoir et parcours universitaires de femmes études cliniques. Nicole Mosconi. Sciences de l'éducation. Université de Paris-Nanterre, nicole.mosconi@wanadoo.fr. À partir de l'analyse du récit fait par 3 femmes adultes à propos de leur parcours scolaire et universitaire, l'auteur de ce chapitre se propose d'examiner la manière dont se constitue et se transforme le rapport au savoir. Dans la première partie, elle précise la notion de rapport au savoir telle qu'elle est définie par l'équipe Savoir et Rapport au savoir à Paris-Nanterre, à partir de sa double filiation, psychanalytique et sociologique, et sa double dimension, consciente et inconsciente. Les 3 analyses d'entretien viennent illustrer cette conception. Aline comme cas d'échec universitaire par inhibition intellectuelle, Marianne comme parcours réussi grâce à des solutions de compromis, et Cécile comme cas de rapport obsessionnel au savoir. Dans la 3e partie, l'auteur revient sur les hypothèses et montre en quoi ces cas sont à l'image de son hypothèse centrale. Le rapport au savoir du sujet singulier se construit dans une dynamique psychofamiliale et psychosociale. La notion de rapport au savoir tend à se constituer comme concept de base pour tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes éducatifs et formatifs, et veulent chercher à les comprendre. C'est pourquoi, dans l'équipe de recherche Savoir et Rapport au savoir de Paris-Nanterre, nous tentons, depuis les années 1980, de théoriser cette notion, voire bibliographie. À cet effet, Bayrou 1997 page 841, propose de définir le rapport au savoir comme un processus par lequel un sujet, à partir de savoir acquis, produit de nouveaux savoirs singuliers lui permettant de penser, de transformer et de sentir le monde naturel et social. Par cette définition, il met l'accent sur les dimensions actives et créatives pour un sujet donné, de son rapport au savoir. Il ne s'agit plus de définir des caractéristiques données et stables d'un sujet cognitif, mais de comprendre comment, dans un certain état des savoirs constitués d'une société dans lequel l'individu naît et se développe, celui-ci va pouvoir construire sa personnalité et forger sa manière propre de se rapporter au savoir existant pour produire, en fonction de ceci, sa propre façon de comprendre le monde et d'agir sur lui. 1. La notion de rapport au savoir. La généalogie de la notion nous renvoie à 2 sources. Une source psychanalytique et une source sociologique. Lacan 1966, entre autres, a été un des premiers à utiliser la notion psychanalytique. Pour ce qui est de la notion sociologique, elle a été utilisée, en particulier par des sociologues comme Lehn, 1970, qui a travaillé dans le secteur de la formation des adultes. C'est en référence à cette double filiation psychanalytique et sociologique que s'est fondée notre équipe de recherche. 1.1 Le rapport au savoir, entre psychanalyse et sociologie. Selon nous, le rapport au savoir se constitue d'abord comme une disposition intime en fonction d'une grammaire sociale. Bayrou, Blanchard-Laville, Bouillet et Mosconi, 1989. C'est un élément essentiel du psychisme humain. Quant à celui-ci, nous affirmons d'une part sa consistance propre et son irréductibilité à la fois par rapport au biologique et par rapport au social, et d'autre part sa double dimension, à la fois consciente et inconsciente. C'est cette dimension inconsciente qui nous interdit d'adopter un point de vue purement sociologique sur le rapport au savoir. Cependant, à l'inverse, nous refusons de concevoir la dimension psychique de manière réductrice par rapport au biologique. S'il est vrai que l'être humain vit d'abord dans et par son corps et qu'ainsi le psychisme est ancré dans l'organisme, il le dépasse de manière essentielle, dans la mesure où, d'une part, il comprend d'emblée une dimension fantasmatique et où, d'autre part, il est remanié et transformé dès l'origine, au double niveau conscient et inconscient, par l'insertion du sujet dans une socioculture qui s'inscrit dans une dynamique familiale, socio-institutionnelle et socio-historique. Castoriadis, 1975. À partir de là, notre hypothèse de base est que le rapport au savoir, chez un sujet, accompagne la constitution de la personnalité psychofamiliale, et se remanie incessamment au fur et à mesure de la constitution de la personnalité psychosociale, selon des concepts de Mandel, 1998. 1.2 Rapport au savoir et personnalité PSYCHOFAMILIALE. La première constitution du rapport au savoir chez un sujet humain s'opère dans le cadre familial,
dans l'histoire de ses premiers rapports avec les figures significatives de son entourage de nourrissons et de jeunes enfants, dans une dynamique psychofamiliale. Il faut aussi rappeler que la famille ne donne pas lieu seulement à des relations interpersonnelles, elle est aussi un groupe inséré dans un milieu social déterminé. Par la culture familiale, avec son inscription sociale, l'individu apprend des savoirs présents dans le milieu familial, mais aussi une manière particulière de se rapporter aux différents savoirs existants dans sa société. Ce rapport au savoir primitivement constitué se remanie et se réélabore tout au long de la vie, en lien avec les positionnements socio-institutionnels du sujet. On peut dire que ces remaniements accompagnent la construction de la personnalité psychosociale. 1.3 Rapport au savoir et personnalité psychosociale. C'est par la constitution de sa personnalité psychosociale que l'individu humain devient un membre à part entière de sa société. Dans nos sociétés, la scolarisation remplit sur ce plan une fonction essentielle. Car l'entrée de l'enfant à l'école, pour s'approprier les savoirs scolaires, constitue un pas décisif dans la transformation de son rapport au savoir. La scolarisation pousse l'enfant à substituer à ce qu'on pourrait appeler ses objets privés de savoir, Castoriadis, 1975, des objets du savoir commun qui valent dans sa société par leur institution sociale. Alors que dans son premier rapport au savoir, le sujet tient l'objet savoir sous son emprise comme produit de son imaginaire individuel, Mosconi, Bayrou et Blanchard-Laville 2000, la scolarisation opère une socialisation de son rapport au savoir, dans la mesure où elle substitue, à ces objets privés de savoir, des objets de savoir que la société propose et impose au sujet et qu'elle a institués comme objets du savoir commun. Ceux-ci sont liés aux faits sociaux, c'est-à-dire à l'ensemble des pratiques techniques et économiques et des activités sociales visant les autres humains, Castoriadis, 1975. Ce sont là des objets que le sujet est incapable de créer lui-même, mais qu'il devra s'approprier pour s'intégrer à la vie sociale, Bayrou, Blanchard-Laville et Mosconi 1996 page 95. Cette constitution de la personnalité psychosociale connaît une deuxième étape essentielle au moment de la formation professionnelle et de la mise au travail, qui correspond à une nouvelle transformation du rapport au savoir par l'acquisition de savoirs professionnels, dans la formation et les pratiques de travail. Il faut noter cependant que dans la plupart des sociétés et en particulier dans la nôtre, divisées en classes, le faire et le savoir commun auquel accède le sujet, par-delà l'enseignement obligatoire, ne sont pas réellement communs à tous les membres de la société, car ils sont liés aux cursus et filières différenciées et hiérarchisées, correspondant aux grandes divisions sociales des savoirs et du travail, mais aussi aux divisions sexuées propres à cette société. Dans la constitution de son rapport à l'objet commun savoir, c'est aussi un rapport social que l'individu apprend, un rapport au savoir qui est une certaine position dans une hiérarchie socio-sexuée des savoirs et des faits, Mosconi 1994. Cherchant donc à travailler la question de l'articulation entre les niveaux psychiques, institutionnels et social du rapport au savoir, nous posons que le rapport au savoir de chaque sujet singulier se constitue dans la dynamique et l'histoire de ses apprentissages et de sa formation. Et au point de vue méthodologique, nous affirmons qu'il est nécessaire d'appréhender cette histoire en adoptant une démarche clinique ou socio-clinique. Pour illustrer ces éléments théoriques, nous présentons 3 analyses d'entretien clinique de femmes adultes, où nous nous efforcerons de comprendre comment pour chacune d'elles, en lien avec son histoire intime et familiale, puis sa trajectoire sociale, s'est constitué et s'est remanié son rapport au savoir. 2. Rapport au savoir et études cliniques. De ces 3 entretiens, le premier a été réalisé avec la consigne suivante. Pouvez-vous me dire très spontanément quelles ont été les principales étapes de votre formation, là où vous avez appris des choses importantes pour vous? Les 2 autres l'ont été avec une consigne un peu différente. Quand je vous dis le mot savoir, pouvez-vous me dire très spontanément tout ce que ce mot évoque pour vous personnellement? Ces entretiens ont été réalisés par des étudiantes de Paris 10 que nous tenons à remercier ici. Les prénoms sont des prénoms fictifs, afin de préserver l'anonymat des personnes. 2.1 Aline ou la galère à l'université. Au moment de l'interview, Aline a 35 ans, elle travaille depuis 2 ans comme assistante sociale. Elle raconte un parcours de formation qu'on pourrait dire chaotique. Après avoir échoué à un baccalauréat G2 gestion,
Elle suit pendant 1 an un cours de dessin et réussit un concours pour entrer dans une école des beaux-arts. Elle y reste 2 ans puis la quitte. Ensuite, pendant 1 an, avec un contrat de TUC, travaux d'utilité collective, elle devient animatrice de bibliothèque scolaire. Mais à la fin de son contrat, elle quitte. L'année suivante, elle réussit l'examen spécial d'entrée à l'université avec une très bonne note en français et s'inscrit à un DUC de lettres modernes qu'elle va laisser tomber au bout de 2 ans, pour s'inscrire en histoire de l'art, cursus qu'elle abandonne à nouveau au bout de 2 ans. On ne peut qu'être frappé de ce rythme répétitif d'abandon et d'échec. Après avoir vécu 2 années de galère, à la suite à ses échecs dans les études, elle raconte « J'allais terriblement mal ». Aline précise vers la fin de l'entretien qu'elle a fait une dépression nerveuse et qu'elle a souvent pensé au suicide, sans jamais toutefois passer à l'acte. Elle entame alors une psychothérapie, puis après un bilan d'orientation, elle décide de faire une formation plein temps d'AS, assistante sociale, et elle réussit brillamment son diplôme d'État. Et elle ajoute « J'ai entrepris depuis 1 an une maîtrise de psycho. Pour le moment j'assure aussi de ce côté-là. J'ai mon boulot et ça empêche pas, au contraire. C'est une revanche, en quelque sorte. Peut-être je veux, comment dirais-je, rattraper des choses. » À travers ce qu'elle raconte de ses études universitaires et de son histoire personnelle, comment comprendre ses échecs et sa réussite finale. Notons d'abord que lorsqu'elle s'exprime à propos de son cursus, elle ne respecte pas la chronologie. Après avoir parlé de son école des beaux-arts, elle passe aussitôt à ses études d'histoire de l'art. C'est seulement après qu'elle mentionne les lettres modernes, comme si c'était l'épisode le plus difficile à évoquer pour elle. De l'école des beaux-arts, elle dit « Ça m'a apporté beaucoup », c'est une expression qu'elle emploie souvent, « ça m'a apporté, ça ne m'a rien apporté » au niveau de la créativité. Je pouvais exprimer par le dessin des choses qui n'allaient pas très bien pour moi. Mais très vite elle dit « Pour mon avenir c'est pas très important, on croirait ici entendre une parole parentale ». Aussitôt après elle mentionne l'histoire de l'art, disant « J'adorais les cours. Et pourtant en rentrant je ne faisais rien, j'ai rien appris pour les examens et vraiment rien, j'ai jamais rien appris. » On voit qu'il ne suffit pas d'être motivé pour apprendre. Ici la motivation existe, forte même. Elle parle de passion déchaînée, personnelle, ses études correspondaient à ma personnalité. Elle dit aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça m'a appris, ce n'est pas j'ai appris, un apprentissage dont elle serait vraiment le sujet et dont elle endosserait l'acte et la responsabilité. Et en effet elle dit aussi j'ai rien appris. Donc évidemment je suis allée droit dans le mur. On voit donc poindre ici un conflit très violent, dont elle donne la clé très vite dans l'entretien, car elle commence à parler de ses études en histoire de l'art en disant « Disons que c'est important pour moi. C'est important pour ma culture générale. Je suis très attachée à la culture générale, rire. » Cette allusion à l'idéologie bourgeoise de la culture générale désintéressée correspond bien à certaines étudiantes, plutôt de classe privilégiée, qui font ces études en dilettante. Mais en fait chez elle il s'agit d'une problématique différente. Aussitôt elle évoque ses parents, issus d'un milieu ouvrier et qui ne valorisaient pas, ni la scolarité ni la culture générale. J'avais des parents qui s'intéressaient pas, et qui n'avaient pas envie que j'aie des connaissances dans ce domaine. Ils étaient contre toute forme de culture. Ainsi la culture générale, symbole d'un savoir intellectuel bourgeois inutile, fait l'objet d'une dévalorisation de la part des parents et d'un interdit, contre lequel elle s'est précocement révoltée. Quand j'étais toute petite je voulais être archéologue. Oui, je voulais être archéologue quand j'avais 7 ans. Alors que, ajoute-t-elle, ses camarades de classe ne connaissaient pas ce métier ni même le mot. On peut supposer que c'est ce vœu ancien qu'elle répète en faisant histoire de l'art, puisque ses études peuvent conduire au métier d'archéologue. Mais en même temps la culpabilité due au sentiment de trahir sa famille et sa classe sociale se marque par un sentiment de manque et peut-être d'indignité. Il me manque trop de choses. C'est impossible. C'est trop lourd. C'est trop difficile à gérer ces études-là. C'est trop lourd. C'est une formule équivoque qui peut signifier à la fois qu'il y a trop de connaissances, trop d'éléments de culture à acquérir pour compenser le manque d'éducation familiale, mais qui peut se comprendre en même temps en un sens latent. Le conflit psychique que ces études suscitent est trop lourd à porter par rapport aux interdits familiaux. Il n'est pas permis de s'engager dans un apprentissage personnel et donc d'y réussir.
C'est bien l'effet de l'interdit parental qui se fait sentir par l'inhibition. En rentrant, je faisais rien, j'ai rien appris. Une fois qu'elle a parlé de ces 2 années d'histoire de l'art, Aline trouve la force d'évoquer les 2 années de lettres modernes. Elle commence: avant j'ai fait 2 années de lettres modernes et suit un long silence. On sent qu'ici la résistance est très forte à évoquer cet épisode, le plus douloureux pour elle. On a le même paradoxe que pour l'histoire de l'art, et pourtant ça m'a plu, mais ça m'a rien apporté. Elle a abandonné au cours de la 2e année, disons que ça n'a pas répondu à mes attentes. Un système impersonnel, ça, qui face à l'importance des attentes reste muet sans réponse. Car elle évoque un autre interdit parental, celui de la lecture. Chez moi j'avais pas le droit de lire, parce que lire c'est ne rien faire, j'avais pas le droit de m'informer. J'avais pas le droit de me cultiver, cette litanie, j'avais pas le droit révèle une protestation ou perce sa révolte. Mais cet interdit a agi et produit l'inhibition de la lecture, c'est-à-dire que chez moi j'avais pas le droit de lire et je m'étais dit, même après avoir quitté le milieu familial, tout ça, ça m'est toujours resté. Il m'est toujours resté même beaucoup de difficultés par rapport à la lecture. J'ai toujours eu envie de lire des tas de livres mais j'arrive plus à passer à l'acte. Le caractère troublé de l'expression montre bien qu'on est ici au centre du conflit. Un fort désir de lire et une impossibilité totale de passer à l'acte, dû à un senois interdicteur parental très fort. C'est pourquoi ce qu'elle va demander avant tout à ses études de lettres, c'est de la guérir de cette inhibition. Mes attentes étaient celles de me forcer à lire, contourner cet interdit surmoïque par une obligation extérieure. Mais cette tactique de contournement a échoué. Je n'ai pas réussi, parce que je faisais lettres modernes pour ça et ça n'a pas réussi donc ça a vraiment été un échec, je suis sortie déçue. Je n'ai pas réussi devient ça n'a pas réussi. Aline se sent le jouet de force dont elle n'a pas le contrôle. Et la déception est à la mesure de la demande, immense. Mais l'échec est aussi lié à un grand malentendu. Un cursus universitaire ne peut guérir d'une inhibition et de plus, un cursus de lettres n'a pas pour objectif de donner la capacité de lire, il la suppose déjà acquise chez l'étudiante. Ainsi, quand elle met en pratique ce qu'elle rêve de faire une école d'art, puis des cursus de culture générale, elle ne s'autorise pas à réussir et à apprendre au niveau de la culture générale. Ça c'était mon manque, ce qui m'était interdit et ce à quoi j'avais envie d'accéder. Une fidélité inconsciente à ses parents et à sa classe sociale a neutralisé les aspirations conscientes et en a interdit la réalisation. Un lapsus vers la fin de l'entretien est à cet égard très significatif, elle dit « Vous pouvez constater sur toutes mes formations, je ne les ai pas finies, donc aucun diplôme, elles n'ont jamais été censurées par un diplôme. » Cette utilisation du mot « censuré » à la place du mot en usage, « sanctionné », montre qu'il y a eu en effet censure, un interdit d'accès au savoir et encore plus au diplôme qui aurait signifié la rupture avec les savoirs valorisés par les parents. Après l'échec de ses études d'histoire de l'art et la galère qui l'entraîne, la dépression s'installe, parce que à côté de ça dans ma vie personnelle, j'étais pas quelqu'un qui allait très bien, donc je ne me suis pas accrochée aux études. Et une psychothérapie est entreprise. Ça m'a beaucoup aidé à me recadrer, à me restructurer et puis à m'inscrire dans la vie, car je vivrais beaucoup dans mon monde particulier, je n'avais pas tellement envie de m'intégrer. Recadrée, elle a engagé des études d'assistante sociale et là, le ton est allègre, quasi triomphant, j'ai réussi très bien mes études d'assistante sociale. J'ai travaillé, j'ai bien bossé, j'ai cherché même à être presque la meilleure de ma promotion quand même. Et elle y a réussi. Sans doute parce qu'il s'agit d'un compromis acceptable. Une formation qui permet de sortir de la condition ouvrière, mais qui, contrairement aux études universitaires de culture générale, gratuite et sans objectif professionnel ni finalité précise, est utile et débouche sur une profession. C'est cette inscription dans un authentique projet d'avenir qui a permis un dégagement par rapport à la contrainte de répétition imposée par le surmoi interdicteur, et qui a joué comme autorisation pour un apprentissage personnel. Le dégagement est d'autant plus aisé que la formation d'assistante sociale débouche sur un travail réparateur par rapport à l'histoire personnelle. Il s'agit d'aider des jeunes sans diplôme à s'insérer dans la société. 2. Marianne, l'écrit et l'oral. Marianne est une femme de 40 à 45 ans qui dit travailler dans le secteur aménagement et urbanisme,
après des études universitaires d'histoire-géographie et de sociologie à l'université de Nanterre. C'est plutôt, pourrait-on dire, un parcours de formation réussi, mais nous allons voir la complexité du rapport au savoir de cette femme. Invitée à dire à quoi elle associe le mot savoir, Marianne s'engage dans une série d'oppositions qui sont en apparence assez formelles, mais qui prendront un sens plus personnel au fur et à mesure du déroulement de l'entretien. La réaction immédiate à la consigne est pour opposer le savoir avec peut-être un S majuscule et mon propre savoir, ce que je sais moi. Puis Marianne se lance dans un discours, à première vue assez académique, où elle oppose ce qui est de l'écrit et ce qui est de l'oral. À l'écrit, sont associés les bouquins, ce que j'ai appris à l'école ou même au sein des entreprises dans lesquelles j'ai été et à travers des formations, donc tout l'apprentissage formalisé en institution. Elle caractérise ce savoir écrit comme inculqué et un peu déconnecté de la vie. À ce savoir imposé correspond certes un apprentissage, mais où le sujet n'est pas personnellement engagé, c'est un on qui apprend, il y a les programmes, on les apprend. À ce savoir scolaire est associé l'oubli, dont elle prend conscience en aidant ses enfants pour leurs devoirs, beaucoup de choses que j'ai sues et que, probablement j'en avais plus besoin et que j'ai oubliées et qui peuvent parfois me repassionner aujourd'hui. À cet apprentissage formel, s'oppose un apprendre plus personnel, ces programmes, dit-elle, je les ai réinvestis au fur et à mesure selon l'usage que je pouvais souhaiter en faire. Pourtant, malgré cette présentation assez péjorative du savoir écrit scolaire, il n'est pas radicalement récusé. On ne peut pas tout apprendre par l'expérience, il faut aussi que ces savoirs nous arrivant de l'extérieur avec des gens qui ont digéré ça, et qui nous les retransmettent, y compris donc à travers les livres. Elle sait que certains apprentissages, pour être possibles, doivent être guidés par la relation à un expert, enseignant ou formateur. À ce savoir écrit, elle oppose l'oral, ce que j'ai pu apprendre ou entendre à travers l'oral. Elle accentue beaucoup le jeu, rappelant la formule employée plus haut, mon propre savoir, ce que je sais, moi. Et elle cite le théâtre et tout ce que j'ai pu acquérir à travers l'écoute des autres, par les discussions entre amis ou les débats publics, mais aussi ce qu'on apprend par l'observation des choses, des gens, des attitudes, des prises de position, etc. L'oral, c'est aussi par opposition aux savoirs académiques, l'expérience des gens sans instruction. Elle cite par 2 fois, dans l'entretien, un agriculteur belge qu'elle a vu à la télévision et qui, chassé par une expropriation, s'est battu contre la justice de son pays pour défendre ses droits. À ses yeux, il symbolise ces gens qui n'ont pas une instruction, qui ne sont pas allés longtemps à l'école, mais qui ont une expérience de la vie et qui nous transmettent une analyse et un message qui parfois est très intéressant, profond. Une analyse décapante de la manière dont se déroulait la justice, les relations entre le pouvoir et la justice. Donc c'est tous ces apprentissages oraux, si. Ce lapsus signifie-t-il que l'oral a une telle valeur absolue, qu'il ne peut pas se mettre au pluriel ? Une nouvelle opposition apparaît alors entre le savoir très scolaire académique, auquel elle associe la classe préparatoire littéraire et le savoir à l'université, dans son cursus d'histoire et géographie. J'ai été explorer d'autres formes plus intéressantes car plus ouvertes, plus actives. C'est toute la recherche documentaire et les synthèses qu'on peut faire. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ça vient un peu plus de soi quand même. On voit ici que ce qui permet d'apprendre vraiment, c'est que l'apprendre vienne de soi. Comme elle dit, on se fait une certaine vision finalement. Se faire une vision est une formule clé de son discours qui renvoie à cet apprentissage où le sujet est personnellement engagé. Au moment de l'évocation de son exercice professionnel, surgit une autre opposition pratique-théorie. Nous, c'est beaucoup la pratique, dit-elle. Pour ajouter aussitôt, on a des théories qui évoluent sans cesse, comme partout, communes dans d'autres milieux professionnels, des théories sur l'espace, sur la rue. Mais elle ajoute aussitôt, je fais aussi du chantier. À cette occasion, elle définit son positionnement professionnel en disant, moi je suis pas du tout technicienne, je suis pas payée pour ça. J'apporte une vision de géographe très utile à l'aménagement de l'urbanisme, qui est une vision de l'espace, et de sociologue aussi pour savoir ce que les gens font de l'espace qu'on leur propose, comment ils se l'approprient, comment ils vivent là-dedans. Puis émerge encore une autre opposition entre masculin et féminin. Le savoir c'est masculin, dit-elle, dans l'histoire, les femmes ont été écartées du savoir, mais les femmes possèdent de nombreux savoirs non formalisés et non reconnus. Pendant ses études d'histoire, elle s'est intéressée aux sorcières,
Parmi elles, il n'y avait probablement pas que des folles, des simples d'esprit, il y avait aussi des femmes d'une rare intelligence et qu'on a étouffées, et elle qui travaille dans un milieu fortement masculin doit se battre pour imposer ses savoirs de géographe et de sociologue, face aux techniciens que sont les architectes et les urbanistes hommes. On voit donc que vis-à-vis du savoir, le rapport de cette femme est complexe et ambivalent. Elle a fait un parcours scolaire et universitaire qu'on pourrait qualifier de réussite. Mais elle semble préférer l'oral à l'écrit, l'expérience, les savoirs autres, appris ailleurs, pratiques, au savoir scolaire et pourtant elle reconnaît qu'un enseignement formalisé est nécessaire pour apprendre. Mais en même temps elle dénonce le savoir scolaire comme déconnecté de la vie. Plus loin, elle dit extrêmement académique et encyclopédique et ajoute qu'au lycée, elle était complètement révoltée. Je contestais tout et si possible le savoir aussi, du moins la manière dont on amenait tout ça, au point qu'elle s'est fait mettre à la porte de son lycée pour activisme. Cette ambivalence s'éclaire dans la suite de l'entretien. Une relance sur son passage, après le lycée, en classe préparatoire littéraire déclenche un récit d'une période difficile de son parcours scolaire. Elle explique qu'elle est issue d'un milieu populaire, elle précise d'un milieu simple, pas pauvre, simple. Son père, militant communiste, travaillait chez Renault où il avait fait une ascension sociale assez très importante, jusqu'à de fort hautes responsabilités, mais précise-t-elle dans le domaine de la technique et de l'industrie. Bonne élève sans doute dans le secondaire, elle choisit de faire un cursus littéraire et elle se retrouve dans ce lycée Nec plus ultra de Versailles, où cette différenciation entre les classes sociales, dit-elle, je l'ai ressentie dans mes tripes. Ainsi s'éclaire son rapport ambivalent au savoir scolaire ou académique. La manière dont je l'ai ressenti est liée au savoir justement. Elle déclare plus loin, j'avais l'impression d'un savoir très académique, très versaillais aussi, l'ambiance était versaillaise dans ce lycée, le savoir était versaillais, voilà. Elle découvre en effet des gens issus d'un certain milieu qui, outre le savoir qu'elle possède, elle, acquis par les livres, l'école et la bibliothèque municipale, possèdent tout un plus qu'ils ont acquis dans le milieu familial par la bibliothèque familiale, les discussions, les visites de musées, les concerts, toute une culture qu'elle ne possédait pas. J'avais beau lire, petit rire. J'avais le sentiment sans doute faux que je ne rattraperais pas ce retard. Aussitôt après, vient le passage le plus désorganisé de son discours. Donc je précise ça parce que cet environnement culturel sentir ce plus, ça a été silence. Dans l'indicible se dit sa souffrance, son traumatisme comme elle dit elle-même. Cette impression de retard l'a marquée durablement, comme un manque impossible à combler. Cette différence elle m'est restée encore aujourd'hui, c'est presque un handicap, vous voyez, c'est presque un handicap de ne pas avoir accès à tout ça, de ne pas s'ouvrir à tout ça. C'est dans le ressenti tout ça. Les récurrences sont là pour accentuer l'expression de sa souffrance. Comme le redit sa conclusion, ça a été une expérience dure pour moi d'autant plus qu'il ne peut y avoir d'étayage sur les valeurs familiales qui sont en conflit avec celles de cette filière. Elle ajoute, chez moi on considérait le théâtre et le cinéma comme une sorte de perversion, comme quelque chose de totalement futile. Bref, tout ça c'était du guignol et donc pas sérieux, inutile enfin et après cet écho de la parole pâle-mêle, elle décline très précisément les valeurs de son père. Tout restait dans la sphère de l'industrie, de la technique, du concret, du réel, du cartésien, il fallait redescendre sur terre et tout le reste, c'était un peu de la foutaise quoi. Redescendre sur terre, c'est peut-être aussi rester fidèle à sa classe et ne pas rêver de se hausser dans les nuages de ses savoirs bourgeois. D'où vient cependant que ce discours n'ait pas été intériorisé comme un surmoi interdicteur et facteur d'inhibition pour la suite de ses études. Tout d'abord, elle avait déjà rencontré dans l'enseignement secondaire une enseignante absolument formidable qui, grâce à un club théâtre et à un ciné-club, avait fourni un étayage pour l'aider à se dégager des valeurs de son milieu familial et pour contester les dires paternels. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une analyse tout à fait juste. Elle lui a permis de se réconcilier avec les savoirs scolaires. Pour moi c'était des savoirs qu'elle avait, mais surtout une ouverture. Cette admiration est due au fait que précisément elle réconcilie les savoirs avec la vie. On parlait de la vie, de la société, des gens. En fait, de ce qui me préoccupait moi, ça rejoignait donc. Quand on lisait le Cid ou autre, moi je voyais la vie. Alors qu'avant je voyais une pièce de théâtre de l'époque ancienne et il fallait si possible que je comprenne et puis c'est tout. Alors que là je voyais la vie vraiment, je voyais le lien avec le monde contemporain et bien sûr c'était plus motivant.
On peut supposer, même si elle ne le dit pas, que c'est cette enseignante qui a suscité son choix des études de lettres et de la classe préparatoire littéraire. Mais en même temps, face au savoir académique versaillais, son identification à cette enseignante lui a permis de préserver une autre image du savoir, vivant et ouvert sur la vie. Un autre élément lui a permis aussi de se défendre de cette expérience difficile de la discrimination sociale en classe préparatoire. Ce sont ses convictions idéologiques et ses lectures politiques. Je lisais bien sûr autour de la lutte des classes et tout ça. Pourquoi la lutte des classes, elle était là. Elle était dans ce ressenti très fort que j'ai eu. La théorie politique lui fournit une arme de défense contre sa souffrance et son humiliation, et lui permet de stigmatiser ce plus dont elle manque. Donc j'appelais ça, je me souviens à l'époque, mon époque révolutionnaire, j'ai pas trop changé sur le fond. Petit rire, je me disais, tout ça c'est un vernis culturel qu'ils ont en plus. En même temps, cette intellectualisation lui permet de préserver une fidélité au père communiste, par-delà la trahison qu'a pu représenter le choix du littéraire par opposition aux valeurs techniques paternelles. Par rapport à cette expérience de la classe préparatoire, on peut supposer que le cursus universitaire, avec le choix de la géographie et de la sociologie, a joué un rôle de réparation. On a vu auparavant comme elle décrit cette expérience d'une manière positive, l'apprentissage est ouvert, donc le savoir, j'en ai acquis bien sûr pas mal à la fac et tout ça. Cette formation lui a permis aussi de trouver un travail où la pratique domine, certes, mais où le savoir intellectuel universitaire sur l'espace, sur la ville et la rue, y apporte des théories utiles. On peut dès lors imaginer qu'un des enjeux de la distinction de départ entre savoir écrit et savoir oral est d'exprimer une fidélité à sa classe d'origine en reconnaissant des savoirs, savoir-faire et savoir-être, comme elle dit, aux personnes qui ne sont pas allées beaucoup à l'école, aux gens des classes populaires comme l'agriculteur belge, comme tous ceux qui appartiennent à sa classe sociale d'origine. Mais on apprendra, vers la fin de l'entretien, que cette opposition entre savoir écrit et savoir oral a encore un autre enjeu personnel. Elle renvoie à la confrontation entre elle et son mari qui représente justement l'oral. Je suis mariée à quelqu'un qui est d'origine malienne et bien sûr il y a toute la tradition orale africaine, sa langue n'est pas une langue écrite, c'est le bambara et donc tout est autour du griot de l'oral, de la tradition orale et mon mari a une très grande mémoire auditive. En comparaison, elle se présente comme étant du côté de l'écrit car dans son travail, de peur d'oublier, elle écrit tout et prend des tonnes de notes. Et elle ajoute ça m'encombre cet écrit, je me noie sous l'écrit, ça m'encombre comme un poids là, un poids je vous assure, un poids lié à l'éducation. Bon ça vient de moi, mais c'est aussi un produit de l'éducation que j'ai eue, tout est passé par l'écrit alors. Ainsi elle voulait, au début, se démarquer du savoir scolaire académique auquel renvoie le savoir écrit, et maintenant face à son mari, elle se situe bien du côté de ce savoir écrit. Il y a donc renversement de la position de départ, où s'exprime toute son ambivalence. Le handicap n'est plus de n'avoir pas pu avoir suffisamment accès à la culture écrite académique, mais au contraire d'y avoir eu trop accès, ce qui la prive des compétences propres au savoir oral, la mémoire auditive. Elle reste toutefois fidèle à sa relativisation de la valeur du savoir écrit en présentant son habitude de tout noter comme une déformation, voire la récurrence ça m'encombre. À la fin, elle réconcilie ses conflits de fidélité, à sa classe ou au savoir écrit académique, en pluralisant le savoir, savoir avec un S peut-être, y a peut-être pas le savoir décrété par qui ? J'en sais rien, peut-être le savoir académique ? Y a peut-être des savoirs, pour que tout le monde ait sa place. Il n'y a pas que les dominants, ces bourgeois versaillais qui ont leur place, les gens du peuple, des autres peuples et elles, qui se situent dans l'entre-deux, aussi doivent avoir la leur grâce à d'autres types de savoirs. Ainsi l'analyse de l'ensemble de l'entretien permet d'éclairer l'ambivalence de son rapport au savoir qui se dessinait déjà dans sa distinction savoir écrit, savoir académique des dominants, savoir oral, savoir-faire et savoir d'expérience des dominés. Si elle a pu s'engager dans l'acte d'apprendre des savoirs scolaires et universitaires, malgré les conflits que suscitait son rapport à l'école, c'est qu'elle a su trouver des compromis. C'est un mot qu'elle emploie souvent et une qualité qu'elle reconnaît dans son travail. Compromis entre un savoir scolaire académique, déconnecté de la vie et le savoir pratique d'expérience. C'est le savoir ouvert offert par l'enseignante de français, qui réconcilie les savoirs avec la vie,
c'est un compromis dans le choix de disciplines comme la géographie et la sociologie, universitaires mais moins prestigieuses, donc moins bourgeoises que l'histoire, plus jeune, plus moderne, plus concrète, plus proche de la vie des gens et des valeurs paternelles. Son travail aussi peut s'interpréter comme un compromis. Elle a une activité professionnelle où l'on valorise la pratique et le chantier, proche de la technique et de l'industrie du père, mais elle n'est pas elle-même technicienne. Elle apporte des théories, issues de son savoir universitaire sur l'espace, la ville et la rue. Inversement, la valorisation du savoir oral et du savoir d'expérience, compensation de scolarité courte et du défaut de savoir académique, permet d'exprimer sa fidélité à sa famille et à sa classe sociale, et encore plus à son mari qui est à ses yeux l'incarnation même de ce savoir oral. 2.3 Cécile, prendre une vengeance par rapport aux hommes. Cécile a 45 ans. Elle est médecin. Après ses études, elle ouvre un cabinet et exerce pendant plus de 15 ans à titre de médecin généraliste. Cécile vend ensuite son cabinet et exerce actuellement en entreprise comme médecin du travail. Mais elle ne vit pas sur ses acquis. Sa passion pour apprendre l'a amenée à continuer à passer régulièrement des capacités à la faculté de médecine. D'emblée, en début d'entretien, elle associe le savoir avec la liberté et l'autonomie, mot qu'elle répétera à plusieurs reprises en y ajoutant la possibilité de vivre à l'extérieur, par opposition à une vie féminine enfermée à l'intérieur de la maison. Dans une première phase de sa vie, le savoir a été pour elle un simple moyen d'une autonomie professionnelle et financière, mais maintenant elle commence à donner une autre signification au savoir. Je vais peut-être enfin découvrir le savoir pour le savoir. Une phrase de l'entretien donne sans doute la clé de la première phase. Je crois que j'ai toujours pris le savoir comme une compétition par rapport à l'homme. Elle débute en effet son entretien en nous expliquant qu'elle est issue d'une famille bourgeoise où les rôles des hommes et des femmes étaient très traditionnels. L'homme travaillait à l'extérieur pour nourrir sa famille, et le rôle de la femme était clairement défini comme étant dévouée à son mari et à ses enfants et dépendante de son mari. Et Cécile dit, c'est cette vie que j'ai refusée avant tout. Seule une grand-tante échappait à ce schéma. Ayant fait des études, elle avait travaillé et elle exerçait une certaine fascination sur les autres femmes de la famille. Sur Cécile sans aucun doute, car très jeune, elle a décidé aussi de faire des études pour pouvoir échapper au rôle de la femme tel qu'il m'avait été présenté et vécu par les grands-mères et mères. D'où l'association qu'elle fait d'emblée entre savoir, profession et autonomie financière. Sa mère, qui avait été admissible à l'agrégation, a exercé le professorat 1 an puis s'est arrêtée pour se consacrer à son foyer. Mais Cécile dit, j'ai ressenti chez elle très jeune une certaine frustration par rapport à cette vie extérieure ou professionnelle qu'elle n'avait pas. Elle dit aussi, confidence de la mère ou projection de la fille, que sa mère aurait rêvé d'être médecin, mais que ce rêve lui était interdit de façon inconsciente. Pour elle, cette profession ne pouvait être exercée que par un homme. Or, c'est aussi le rêve de Cécile. Très jeune, elle est fascinée par le médecin de famille qui vient en visite pour les grands-parents âgés et qui lui prête son stéthoscope. C'est lui qui m'a donné envie de faire médecine. À 4 ans, elle met des suppositoires à sa poupée. À 6 ans, elle prend la température de ses frères en mettant de la crème à raser sur le thermomètre. Et elle conclut, c'est le seul métier que j'ai réellement envisagé. Mais la mère n'y voit qu'un rêve d'enfant, les garçons veulent être pompiers, les femmes veulent être médecins. On peut noter ce déséquilibre garçon-femme, par lequel elle dit à la fois que c'est bien un rêve de femme et non de petite fille et que c'est peut-être d'abord celui d'une femme, sa mère. Mais ce métier faisait très peur à ma mère, peur sans doute ambivalente. Protéger sa fille de ce métier impossible pour une femme, mais aussi l'empêcher de réaliser ce qu'elle s'était interdit. L'aînée de 3 frères, elle se rend très vite compte que ses parents accordent beaucoup d'importance aux études de ses frères et peu aux siennes. Les études, c'était pour moi, pour me faire plaisir. Mais ça n'avait de toute façon aucune importance, étant donné que je n'aurais jamais de famille à nourrir et que je n'aurais jamais à travailler à l'extérieur. Face à ce destin qui lui est assigné, elle ressent un très fort sentiment d'injustice. Cependant, élève, elle ne cherche pas l'excellence scolaire. Dans son institution religieuse, cette boîte de bonnes sœurs où il n'y avait aucune ouverture sur l'extérieur, elle dit qu'elle a très peu travaillé. J'ai jamais été une élève brillante, n'ayant d'autre ambition que de passer dans la classe supérieure. Sur le plan du travail scolaire, elle était moins contrôlée que ses frères,
mes résultats n'ayant pas d'intérêt. Je n'ai pas eu de pression, et je n'ai pas eu de contrôle régulier, ni de mes notes ni de mes devoirs, enfin très peu, juste le minimum légal. Pour fuir cet univers contraignant, elle s'évade dans la lecture. J'aimais beaucoup la lecture et je dois dire qu'au lieu de faire mes devoirs, je lisais. Je lisais un peu tout, et n'importe quoi. Dans n'importe quel ordre, cachant soigneusement mon livre dans le tiroir central de mon bureau sur lequel je me penchais quand maman rentrait dans la pièce pour surveiller mon travail, et j'avais un sentiment d'interdit en découvrant ces livres, le sentiment de tromper les autres et d'avoir un acquis qui n'était dû qu'à moi. C'était une sensation de liberté un peu illusoire, mais j'apprenais en cachette et de façon détournée des tas de choses par la lecture. Elle devait cacher son livre, car après avoir fait ses devoirs, elle devait aider sa mère aux travaux ménagers dont ses frères étaient dispensés. Ils ne lisaient pas en cachette, eux ils avaient le droit de lire. Nouvelle inégalité avec les frères. Cette vie familiale lui inculque un modèle qui, même s'il la révolte, va peser lourdement sur elle. L'homme c'est facile, il fait des études, il travaille, c'est la vie normale. La femme doit prouver qu'elle est bonne, et qu'elle réussit pour pouvoir avoir accès à la vie professionnelle et à l'autonomie. Faire ses preuves sera longtemps son combat. À 16 ans, elle arrive en terminale, le choix du métier s'est fait plus pressant. Quand elle dit à sa mère que l'année suivante elle veut réellement faire médecine, sa mère résiste. Alors j'ai fait grève pendant 6 mois, j'ai dit puisque c'est comme ça je n'aurai pas mon bac. Elle cesse de travailler, obtient des notes catastrophiques en maths et en physique. Voyant cela, sa mère lui dit « Si tu as ton bac, tu pourras faire médecine mais de toute façon tu ne l'auras pas. » Le défi est énorme, me voilà fort contrariée et décidée à lui démontrer une fois de plus qu'elle avait tort, qu'elle sous-estimait sa fille. Elle réussit à avoir son bac quand même, tout en continuant, dit-elle ironiquement, à faire les lits des frères dont les études étaient importantes et à aider maman pour s'occuper de la maison. Ayant réussi le baccalauréat et sa mère ayant cédé, elle devait, pour s'inscrire en faculté de médecine, n'étant pas majeure, obtenir l'autorisation Patmel. Je suis allée trouver mon père auquel je n'avais jamais eu la moindre idée de faire référence à une quelconque profession pour moi. Ce débat ne présentant à mon avis aucun intérêt pour lui, c'est au moins ce que j'imaginais à l'époque, je suis descendue un jour dans son bureau en lui disant « Papa, voilà je voudrais m'inscrire en médecine et il faut que tu signes là, voilà le dossier des apostrophes. Inscription. » Il a signé. Je me suis inscrite en médecine. Malgré ce succès, la sous-estimation de la mère et l'indifférence apparente du père ne sont pas sans effet. Elle se définit comme n'étant jamais sûre du choix que je pouvais faire et doutant toujours un petit peu de moi. Elle constate « J'ai réussi facilement mes études secondaires, mais elle n'en tire que peu d'assurance. Les études, je pense les avoir faites dans une relative facilité et puis avoir une relative mauvaise opinion de moi, c'est-à-dire du moment que je réussissais, c'est que c'était simple. C'était que ça ne demandait pas d'effort, et que tout le monde pouvait y arriver. Et cette réaction se reproduira à chacune de ses nombreuses réussites. Elle apostrophe en prise des croyances familiales et telles que pendant longtemps elle n'en tirera pas une meilleure estime d'elle-même. Croyant toujours que les hommes sont supérieurs aux femmes, j'ai toujours eu un gros complexe vis-à-vis des hommes. Pendant longtemps les démentis de la réalité, puisque ses frères avec toutes les facilités qui leur ont été accordées, c'est-à-dire des boîtes privées, des études choyées et un bon suivi parental sont loin d'avoir réussi dans cette course aux études que moi j'ai faite, n'y feront rien. On comprend combien cette rivalité avec eux et par là avec tous les hommes a été motrice dans cette course aux études. D'où ce besoin de prouver les capacités des femmes, qui est central dans sa problématique. Elle commence donc ses études de médecine, toujours avec facilité. Alors là le savoir n'était pas tellement plus compliqué que dans le secondaire. Mais dans leur groupe de travail, alors que les 4 filles ont réussi leurs études de médecine, aucun des garçons n'y est parvenu, j'ai découvert que les garçons réussissaient beaucoup moins bien que les filles. Une fois ces études de médecine achevées, alors qu'il y a très peu de femmes qui le font à l'époque, elle ouvre un cabinet de médecins généralistes. J'ai pu réaliser un petit peu le pouvoir que donnait le savoir, remarque-t-elle. Elle précise là clairement ses enjeux. Donc dans cette recherche de savoir et dans ce début de vie professionnelle, il y a toujours aussi le fait de m'imposer en tant que femme et de démontrer aux autres qu'une femme était tout à fait capable de faire comme un homme, de faire aussi bien qu'un homme et même parfois mieux qu'un homme. Ce thème va revenir comme un leitmotiv,
3 fois dans l'entretien, et c'est le mobile qu'elle donne pour expliquer l'obtention de tous ses diplômes tout en travaillant. En effet, parallèlement à son exercice en cabinet et alors que sa fille vient de naître, elle fait une spécialité, un C, certificat d'études spécialisées, en 2 ans de médecine du travail, que son mari avait déjà faite alors qu'il était encore étudiant. Malgré des conditions difficiles, elle travaille à plein temps et elle n'a pu aller au cours, elle réussit l'examen du premier coup, ça m'a un petit peu démystifié le pouvoir intellectuel de mon mari, dit-elle. La rivalité avec les frères s'est transférée en rivalité intellectuelle avec le mari, médecin comme elle. Et c'est à propos de ce diplôme qu'à travers un lapsus, elle livre son enjeu fondamental par rapport au savoir. Si je l'apostrophe est fait, dit-elle, c'est toujours pour prendre une vengeance par rapport aux hommes. L'expression toute faite est plutôt prendre une revanche, et non pas une vengeance, mais elle ne croit pas si bien dire, il s'agit bien d'une vengeance sur les membres masculins de cette famille si imbus de leur supériorité et si méprisant à l'égard des femmes et de leurs capacités. Mais en même temps, comme pour son bac, elle minimise son succès. J'ai réussi médecine du travail dans les 2 ans, je n'en ai tiré aucune gloire, pensant que vraiment c'était une spécialité facile et toute simple. C'est après coup, 15 ans plus tard, quand s'étant mise elle-même à pratiquer la médecine du travail et s'étant aperçue que plusieurs échouaient à cet examen, que sa réussite a pris de la valeur à ses yeux. Après 15 ans d'exercice de la médecine en libéral, le mode de vie typiquement masculin que j'avais a fini par me lasser. Elle vend son cabinet pour devenir médecin du travail. J'ai exercé différemment en ressortant ce vieux papier de ma poche, et toujours en rivalité avec les hommes. En effet, elle exerce dans le nucléaire où tous les travailleurs sont des hommes, de même que les médecins du travail. C'est pourquoi, dit-elle, j'ai repris des études, car j'ai voulu à nouveau me prouver que ce métier pouvait être enrichi par des connaissances supplémentaires. Ce n'est plus maintenant pour prouver aux autres, la mère, le père, les frères, le mari, mais pour se prouver à elle-même ses capacités. Il n'empêche qu'elle doit toujours faire ses preuves. J'ai eu besoin à nouveau de prouver que nous les femmes, nous étions capables d'avoir des diplômes autant que les hommes et même quelquefois plus. L'enjeu essentiel est un besoin de reconnaissance. J'ai ressenti à nouveau le besoin d'avoir des diplômes, car à mon sens, le diplôme authentifie le savoir, et je crois que j'avais besoin de cette reconnaissance. C'est ainsi qu'elle fait une capacité de toxicomanie, alcoolologie, tabacologie, et un diplôme de radiation protection. Et elle conclut en manière de bilan: je ne regrette pas d'avoir appris tout ce que j'ai appris parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais il est vrai que je me suis toujours un peu, comme on dit, mis la pression, parce qu'il y a toujours eu cette volonté de réussir, cette volonté d'avoir un examen, ce qui me détourne un tout petit peu de la notion de plaisir. Elle remarque en effet que jusque-là, elle a eu une conception instrumentale du savoir. Sur le plan du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.